Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien dans cette période un peu particulière. Donc je vous fais une petite vidéo pour corriger l'activité analyse d'un son. Donc dans cette activité, on vous présentait un petit peu la manière dont se comporte une vibration sonore, des petites informations sur un signal sonore, des choses qu'il va falloir retenir et connaître essentiellement dans cette partie-là. Et puis ici, quelques enregistrements sonores que nous allons étudier. Et enfin, un tableau regroupant les notes et les fréquences de différentes harmoniques. Donc au niveau du travail à faire, vous demandez en s'appuyant sur le document 1, dire pour chacun des signaux du document 3 s'il est périodique ou non périodique. Alors pour être périodique, dans ce qu'on vous explique d'après le document 1, c'est qu'il faut qu'on ait quelque chose qui se répète identique à lui-même au cours du temps. Si je prends les ici enregistrements A, B et D, on va pouvoir voir qu'il y a une petite portion du signal que je vais pouvoir repasser. Alors on va voir qu'on peut choisir différentes portions et qui lorsqu'elles sont remises bout à bout, vont pouvoir reformer le signal. Par contre, si je regarde sur le document C, ici je n'arrive pas à trouver deux portions qui se ressemblent, en tout cas qui sont identiques les unes aux autres, et que je puisse reproduire au cours du temps. Donc ici on va plutôt avoir un bruit, et puis là on va avoir des sons musicaux. Si on regarde un petit peu le titre, ici on a une note jouée au piano, une autre note jouée au piano, puis là une note jouée à la guitare. Donc sur les signaux, ce que j'ai fait ici, j'ai repassé en couleur une partie du signal, ici par exemple en rouge. Cette partie-là que vous avez là, eh bien c'est une partie qu'on va pouvoir, si je la prends, si je la copie, que je la colle à la suite, je vais pouvoir reproduire le signal en entier. Je peux choisir une autre partie du signal, à savoir celle-ci, et donc on remarque bien que ici on retrouve à peu près les mêmes vagues qui se reproduisent identiques à elles-mêmes au cours du temps. Si je bascule sur le signal B, eh bien j'ai choisi ici ce que je vais appeler ici un motif du signal, donc la plus petite portion du signal qu'on peut reproduire identique à elle-même. Là, la partie rouge, je la retrouve ici, puis encore ici. Ce que j'aurais pu faire, c'est partir d'un sommet, revenir à un autre sommet, et partir d'un sommet, revenir à un autre sommet, c'est aussi un motif. Donc sur le document C, on voit qu'on ne peut rien faire, et sur le document D, on peut faire un peu le même principe. Ici, j'ai un motif que je pourrais reproduire ici, ici, ou alors un autre type de motif en partant d'un sommet, par exemple, et en arrivant là. J'ai choisi à chaque fois des motifs quand qu'ils partaient de l'axe des abscisses, le début de mon motif, ou d'un sommet, mais on aurait pu choisir bien d'autres motifs sur les signaux. Donc sur les signaux périodiques, on a ici des parties du signal qui se reproduisent identiques à elles-mêmes au cours du temps. Donc c'est ce que j'ai mis ici. On remarque sur le signal A, B et D, les signaux, pardon, A, B et D, qu'une partie du signal en rouge ou en vert, ça dépend. Après, vous pouvez avoir d'autres types de motifs, peut se reproduire identique à elle-même au cours du temps. Ces trois signaux sont donc périodiques. Dans la question 2, ce qu'on nous dit justement, en s'appuyant sur la définition donnée dans le document 2, déterminer la période des signaux A et B du document 3 avec un maximum de précision. Alors on va avoir deux méthodes qui permettent de mesurer les périodes sur les signaux. Je vais vous expliquer ça dans la correction. Mais avant, ce qu'il faut qu'on définisse, on a déjà repassé en rouge sur la correction ici, là, des motifs. Le point commun du motif rouge et vert ici, c'est qu'ils se font dans la même durée. Et cette durée, ce qu'on nous dit sur le document ici, on nous dit que cette durée là d'un motif, ça c'est notre grand T, et ça s'appelle la période. Et la période est la plus petite durée au bout de laquelle le motif se répète. Okay. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on détermine justement ces durées-là. Alors, sur le signal A, on va utiliser une méthode différente du signal B. Sur le signal A, j'ai ici mesuré la longueur sur votre feuille, vous pouvez le faire, entre le 0 et la première graduation qu'on a ici. Et cette longueur ici, là, eh bien, elle faisait 1,1 cm. Ensuite, ce que j'ai fait, alors je vais vous expliquer pourquoi, j'ai pris 4 motifs dont j'ai mesuré la longueur. Je vous expliquerai pourquoi, après, j'ai pas pris un seul motif. Donc j'en ai pris 4. Et donc en gros, je suis parti d'ici, du rouge. La partie rouge, je l'ai reproduite une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et j'ai mesuré la totalité de la longueur ici des 4 motifs. Cette longueur, c'était 2,1 cm. Donc pour un seul motif, je vais diviser cette longueur par 4. Et j'obtenais une certaine distance. Maintenant, ce qu'on sait avant, c'est que 1,1 cm, ça correspond à une certaine durée, ici en l'occurrence 0,0010. Et donc en faisant un produit en croix, je détermine que la durée d'un motif, ici, qu'on va appeler période T, donc je vais appeler TA parce que c'est le signal A, eh bien on multiplie la distance là par
la première graduation et on divise par les 1,1 cm du début et on obtient une période de 0,000477 secondes. Bon, très bien, on a obtenu cette période-là. Donc ça, c'est en utilisant les graduations et en faisant des mesures directement sur le papier. Alors je reviens à pourquoi j'ai utilisé 4 motifs. On va se dire que j'aurais pu faire la même chose en mesurant directement la longueur d'un motif. Ce qu'il y a, c'est que ce soit dans le cas des 4 motifs ou dans le cas d'un seul motif, quand je vais placer ma règle pour faire la mesure, je vais me tromper sur la position du 0 de ma règle et la position de la mesure. Donc je fais une double erreur lors de ma lecture. Si je le fais avec 4 motifs, je fais la même erreur de mesure que pour un seul motif. Pour l'instant, pas de différence. Mais entre les deux, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la distance que j'ai trouvée ici, 2,1, par 4. Ce qui veut dire que les erreurs que j'ai faites lors de ma mesure, je les ai aussi divisées par 4. Ce qui veut dire qu'au final, la mesure que j'obtiens pour un motif ici sera plus précise avec cette méthode-là que si j'avais mesuré directement la longueur d'un motif. Donc ça, c'est pour la précision. Pour le signal B, on va voir qu'on a un petit peu plus de... C'est un petit peu plus facile à faire. On n'a pas besoin de s'embêter ici à mesurer la longueur d'une graduation. Il suffit d'être un petit peu observateur. Je pars ici du 0 de mon motif et je me rends compte qu'au bout de 4 motifs qui sont représentés là, hein, ici, là, à la fin de mon 4e motif, je me retrouve en face de la 9e graduation. Ce qui veut dire que ici, la durée de 4 motifs correspond à l'unité de temps qui se trouve ici, parce qu'on commence à 0 là. Donc ici, on a 0,009. Donc la durée d'un motif, ça s'appelle la période t, donc je détermine que 4 fois tb, donc b pour le signal b, c'est 0,009 secondes. Pour trouver la période tb, je ici divise par 4. Le même principe que tout à l'heure, divisé par 4 va diminuer mes erreurs de mesure. Est-ce que je suis vraiment en face du 0,09 ici? Il me semble que oui, mais il se peut qu'on ait fait une petite erreur. En divisant le temps qu'on a mesuré ici par 4, je diminue aussi mes incertitudes de mesure. Et donc je trouve la période, la deuxième période du deuxième signal. Donc ça, c'était les réponses aux questions. Après, si vous n'avez fait les mesures que pour trouver la période en mesurant soit la longueur, soit en essayant de trouver grâce aux graduations avec un seul motif, c'est pas très grave. Déjà, vous avez fait le bon travail pour trouver la période. Après maintenant, l'idée c'est on va toujours mesurer la longueur de plusieurs motifs, la durée de plusieurs motifs, pardon, pour ensuite divisé par le nombre de motifs qu'on a trouvé pour diminuer les erreurs qu'on va faire dans de nos mesures. Un grand principe en physique, c'est lorsqu'on fait une mesure, on fait forcément une erreur. Bon, on a trouvé les périodes, sauf que si on s'intéresse un petit peu à la musique, on va voir que connaître la période, ça ne nous intéresse pas forcément. Alors c'est un outil pour nous en physique, mais pour les musiciens, pas forcément. Donc, en question 3, en s'aidant du document 2, calculer les fréquences des signaux A et B, et on nous demande quelle est la note la plus aiguë, et ensuite de trouver dans le tableau correspondant les notes jouées. Alors, maintenant on va se référer un petit peu au document ici, document 2, pardon. On sait que dans le document 2, nous on a trouvé la période, et une autre grandeur qui est définie, qui est la fréquence. Si je veux trouver la fréquence connaissant la période, il faut que j'utilise cette formule-là. Donc nous, ça tombe bien, on a trouvé les périodes, on va pouvoir calculer les fréquences. Et pour quelle raison est-ce que les fréquences sont intéressantes? Dans le tableau ici, vous remarquez qu'on a plein de fréquences qui sont données, et à chaque valeur de fréquence est associée une note. Par exemple, si je prends le Do de l'octave numéro 3, ou 2, pardon, le Do 2, qu'on va appeler, on a une fréquence de 130,81 Hz. Et puis si je prends un Fa dans l'octave 4 par exemple, je vais avoir une fréquence ici de 698,46 Hz. Ce sont des valeurs qui sont données, qui correspondent aux notes dans les différentes octaves. Dernière petite remarque, on va nous demander quel est le son le plus grave et le plus aigu. Dans l'exemple qu'on a ici, on a deux sons, un qui a une fréquence de 440 Hz et un autre qui a une fréquence de 880 Hz. Le son le plus aigu est celui qui a la fréquence la plus élevée. Donc on va déjà dans un premier temps calculer nos fréquences, déterminer lequel est le plus aigu et ensuite déterminer la note de chacun d'entre eux. Alors, dans le cas de la fréquence d'une note, on parle ici de hauteur de la note. Let's go, on va appliquer la formule qui est donnée ici. Dans le cas de la période ici du signal A, on peut calculer la fréquence que j'ai appelée FA et on trouve une fréquence avec les mesures que l'on a faites de 2096 Hz.
Pour le signal B, ici, on fait le calcul avec la période TB et on trouve 444 Hz. Le signal le plus aigu, c'est le signal A, parce qu'il a une fréquence plus élevée que le signal B. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher ces fréquences dans le document ici du sujet, à savoir le document 4. Si je regarde 2096, je me situe entre le Do qui est là et le Ré qui est ici. Donc 2096 est assez proche ici du Do, bien plus proche que le Ré ici à 2349. Donc je vais considérer que la note qui est jouée lors du signal A, c'est donc un Do. Et comme je suis dans la colonne 6, l'octave 6, je vais parler de Do 6. Ici, il faudra effacer là, ici. On fait la même réflexion pour le signal B à 444 Hz. Donc on va chercher et on est assez proche ici du 440 qui est ici. Donc on correspondra à un La3 parce qu'on se retrouve à la troisième colonne. Il faudrait effacer ça, j'ai oublié de l'effacer sur mon document. Donc on trouve la note de la fréquence la plus proche. On a ici un Do 6 et là un La3. L'écart entre les fréquences qu'on a trouvé peut être dû à deux choses. Lors de l'enregistrement, il se peut que l'instrument soit mal accordé, ou qu'on dit désaccordé, ce qui est peut-être peu probable. Surtout, il est dû aux erreurs qu'on va faire lors des mesures. On a essayé de minimiser nos erreurs en prenant plusieurs motifs sur nos signaux, mais ça n'a pas forcément suffi pour déterminer exactement les bonnes fréquences. Donc on fait toujours des petites erreurs, voilà, il faut savoir qu'on est assez proche des valeurs des fréquences. Dernière question, montrer sans calcul que deux enregistrements correspondent à la même note, puis expliquer en quoi ces deux sons sont différents, où il manque un S. Donc, si je reviens sur mes 4 signaux qui sont là, on sait déjà que le signal C, lui, n'est pas une note. D'accord, une casserole posée sur une table, ça fait un bruit, ça fait pas un son musical. Donc forcément, c'est le son D qui est là, qui va correspondre à la même note qu'un des deux signaux A et B. Si j'ai la même note, ici, on a la même fréquence. Si on a la même fréquence, on a la même période. Donc si on a la même période, on aura la même durée de motif. Si je regarde sur mes signaux qui sont là, le motif sur le document D est ici, il est un peu supérieur à 0,0020. Qu'est-ce qu'on sait, nous? On sait que le signal B est très proche de cette valeur-là. On l'a calculé tout à l'heure. Si je remonte dans ma correction, on a ici 0,00225. On est très proche de cette valeur-là. On peut donc déduire que le signal D et B ont la même période, donc la même fréquence, donc joue la même note. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Sur le signal D, on remarque que la période est très légèrement supérieure à 0,002 secondes. Elle est donc très proche de celle du signal B. Si les périodes sont les mêmes, alors les fréquences aussi, et la note jouée également. Donc les deux jouent un La3. Toutefois, si les périodes des signaux sont les mêmes, la forme des signaux, elle est différente. Si vous regardez, si je reviens sur mes deux signaux, la forme ici et la forme là des signaux est différente. Ici, on a une seule, on va dire une seule montée au niveau, puis là, on va avoir des petites vagues en haut de la montée. Donc, on a une forme de motif qui va être différente. Ça, c'est dû au fait que lorsque je joue la même note avec un piano et une guitare, je ne vais pas entendre le même son. Les sons vont être différents. Et pour un instrument, c'est ce qu'on appelle le timbre. Bien, j'espère que cette correction vous a aidé pour les questions que vous aviez travaillées avant. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.